Buongiorno a tutti. Bonjour à tous, bienvenue. Les titres de la rencontre, ce ne sont pas des noms, mais, les mig- mais des personnes, les migrants, les défis de la rencontre. Vous savez qu'il y a une exposition dédiée à ça. Beaucoup d'entre vous l'ont visitée et d'autres, on espère qu'ils vont la voir. Et on débute cette rencontre pour parler de la première vidéo qui est dans l'exposition qui n'a pas besoin d'être commentée parce qu'il montre la réalité des voyages des personnes qui viennent vers nous. On regarde ces vidéos et après on introduit la rencontre. Migrant, le défi de la rencontre. Tu es un bien pour moi. Il ne faut jamais oublier que les migrants, avant d'être des chiffres, sont des personnes, des visages, des noms, des histoires. Pape François. Peut-être qu'il faut quelques minutes de silence en face des images touchantes. Et peut-être que dans cette image, il y a déjà les sentiments de ces rencontres et la clé qu'ils ont voulu offrir pendant l'exposition. La clé de la compassion et de participer du destin des personnes que vous avez vues qui franchit la mer pour arriver à leur destin et à être heureux, comme il dit le pape. Les migrants ne sont pas des nombres, mais des personnes. Euh, Ces paroles prononcées par le pape François le 16 avril à Lesbos sont le point de départ
de l'exposition, qui n'entend pas fournir des recettes pour les problèmes très complexes de l'immigration, mais qui propose surtout une position humaine. Un parcours, comme je le disais, d'identification avec les histoires de ceux qui quittent leur terre à la recherche d'un avenir meilleur. Les migrants que nous reprenons dans nos pays et dans nos villes sont souvent l'écho lointain d'un gigantesque iceberg dans le monde. Les 144 000 millions de personnes qui vivent dans un pays différent de celui dont ils sont nés sont 60 000 millions de réfugiés, un phénomène planétaire qui nous dit que ce qui arrive n'est pas seulement une époque de changement, mais en étant un changement d'époque. On a invité 3 personnes qui, pour leur expérience et leur rôle, nous peuvent aider à comprendre ce qui arrive et la responsabilité qui nous est demandée. Romano Prodi est président européen spécial Silvana Maria Tomasi, secrétaire du Conseil pontifical de justice et de paix et observateur à Genève pour les Nations Unies. Naguib Saveres, président du conseil d'administration de Orascom Telecom Media et fondateur du parti des Égyptiens libres. Pionnier de valeurs démocrates en Égypte et fondateur d'une initiative d'accueil dont il va nous parler. La parole en premier à Monseigneur Tomasi, secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix et observateur des Nations Unies à Genève et attentif depuis longtemps à l'accueil des peuples dans l'Église. Il a défini les flux migratoires en signe des temps, un défi pour comprendre qu'on est partie d'une maison commune, d'une même famille humaine. Il nous rappelle l'importance du travail éducatif de l'Église sur la ligne du pape François. Depuis longtemps, les masses de demandeurs d'asile provoquent de la peur, de l'accueil et une série d'émotions et de politiques qui partagent les communautés et suscitent aussi de la crainte, mais aussi de la générosité. Le parti de la droite de la gauche s'agrandit. Les neveux et sont voyants de là que notre monde ne marche pas bien. 6 000 femmes enfants adultes en cherche de survivre ont trouvé leur tombe dans les profondes de la Méditerranée pendant ces 7 derniers mois de 2016. Ces milliers de mineurs errant de l'Amérique centrale aux États-Unis et violés dans les rues, tués ou tout simplement disparus
Si on est arrivé à avoir 60 millions de personnes déracinées, arrachées de leur maison et de leur ambiance, et forcées à s'enfuir pour se sauver, on ne peut pas dire que la planète Terre, notre maison commune, jouisse de bonne santé. Pourtant, on a les moyens, les ressources, la technologie pour y remédier. Et donc, pourquoi tricherons-nous derrière murs et barrières de fils barbelés pour ne pas rencontrer l'autre qui frappe à notre porte, pour ne pas mourir de faim et sous les bombes d'une guerre interne? L'expérience de migration forcée n'est pas nouvelle. On a une leçon de l'histoire qui n'a pas été apprise. Voici un chant des migrants sous la forme d'un dialogue entre loup et brebis, c'est-à-dire entre les riches et les pauvres. Nous sommes des brebis, fils de brebis. D'un jeune âge, les loups se réchauffent avec notre élan et se nourrissent de notre chair. Un jour, il vient nous dire que dans un pays très grand mais très lointain, nous pourrions mener une vie plus confortable. Oh brebis, brebis, nous crions. Faites attention, il y a la mer à traverser. Et nous, on la traversera. Et si vous faites naufrage et vous vous noyez, c'est mieux de mourir d'un coup qu'agoniser toute la vie. Oh, brebis, brebis, vous ne savez que dans ces pays très vastes et très lointains, il y a de terribles maladies. Aucune maladie pourrait être plus terrible de celle que celle que nous souffrons de père en fils, la faim. Il pourrait s'agir de lignes écrites dans les journaux télévisés de ces jours, avec les images des charrettes de la mer remplies de demandeurs d'asile, de cadavres flottants dans le sud de l'Europe, dans lesquels on peut voir le sentiment de fierté des survivants qui ont traversé de la Libye à Lampedusa et de la Turquie à Lesbos. En fait, ces lignes ont apparu dans un journal allemand de 1880. Il s'agissait de citoyens italiens et européens vers les Amériques et d'autres continents. Les mémoires nationales semblent offusquées par la peur de nouveaux qui arrivent. Les différents gouvernements des États membres de l'Union européenne semblent manquer de perspectives historiques, même s'il n'y a pas de doute que le mouvement des peuples fonde le développement de la civilisation, des échanges de connaissances et du progrès technique. Michael Fisher, dans un livre, dit « L'histoire des migrations est au centre de l'histoire du monde ». Les Nations unies nous informent qu'à l'heure actuelle, 250 millions de personnes vivent et travaillent dans un pays différent de celui où elles sont nées. Le mouvement de peuple est une donnée constante, structurelle de l'histoire de la famille humaine, qui apporte à long terme des bénéfices pour tous. Alors, la question se repose, pourquoi l'énergie pour la réponse à ce phénomène va-t-elle en direction du contrôle, de la prévention de l'arrivée, des politiques de rétention et de toutes les initiatives qui vont contre l'évidence de l'histoire? Une voie et surtout une action alternative pour soutenir les déracinés d'hier et d'aujourd'hui ne manque pas pourtant. C'est la voix des femmes et des hommes qui, inspirés par le message et l'exemple de Jésus, ou en écoutant la voix du cœur et de la raison, ont compris les migrations comme une occasion de rencontre et d'affirmation que, avant les frontières, il y a la famille humaine à laquelle nous appartenons tous. L'autre n'est pas autre parce qu'il est inférieur ou parce que sa différence le catalogue à un degré moindre que moi. Mais il est autre que moi parce qu'il me donne la possibilité de me découvrir moi-même.
de prendre conscience de ma dignité de personne dans la relation que j'établis avec lui. L'autre est nécessaire pour moi. Si l'autre n'existe pas comme possibilité de confrontation, je reste enfermée dans mon monde et je perds une opportunité de développer une conscience de moi qui s'ouvre sur des horizons illimités. En affrontant les migrations contemporaines, nous ne pouvons donc pas faire abstraction d'un point de départ fondamental. L'attitude envers l'autre doit avant tout être un accueil réciproque. Les différences qui proviennent d'un passé divisé séparées, se rencontrent pour construire un futur commun. Si face à l'autre, c'est surtout l'attitude d'accueil réciproque qui doit constituer la méthode qui rend la rencontre fructueuse, il doit aussi être capable de prendre en charge les problèmes qui apparaissent. Ce n'est pas une méthode naïve ou indolore. Tandis que d'un côté, il peut y avoir des fermetures déraisonnables, il peut y avoir de l'autre une imposition agressive et injuste de traditions qui violent les droits humains fondamentaux. La rencontre est à l'origine d'une recherche commune de la vérité dans un dialogue respectueux. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a deux exigences particulièrement pertinentes. La cohérence, qui devrait lier les principes et les valeurs affirmés à la pratique quotidienne, et la distinction entre politique et religion. L'accueil et l'appréciation de l'autre, étranger inclus, dans la tradition chrétienne, mais pas seulement, constitue l'autre versant du culte que les fidèles croyants sont appelés à rendre à Dieu, un acte qui fait partie de leur confession de foi. Rencontrer le regard de l'autre, l'écouter, l'autre que les pères de l'Église ont défini comme celui qui est ta propre chair. Dans l'accueil, tout n'est pas clair. Abraham, sous le chêne de Mambré, reçoit l'hôte inconnu, et de là naît l'espérance. Lui et Sarah, qui sont âgés et sans enfant, reçoivent la promesse d'un enfant et l'histoire change. L'accueil suppose au préalable une réciprocité pour rendre la vie commune possible. Les néo-arrivés devront comprendre que l'hospitalité qu'ils reçoivent exige certainement une insertion respectueuse, l'appropriation de leur part des valeurs fondamentales de la communauté qui les héberge, ce noyau essentiel de devoirs et de droits tels que la dignité de l'homme et de la femme, la liberté de conscience et de foi, l'acceptation du pluralisme dans la société, la séparation de la politique et de la religion et l'égalité des citoyens face à l'État. En réalité, s'ouvre ici un débat complexe sur l'universalité des droits de l'homme et sur le rôle public de la religion, ainsi que sur la nature de l'État moderne. Les flux migratoires, depuis le monde arabe et africain vers l'Europe, obligent désormais les démocraties occidentales à reproposer à l'intérieur de leur espace cette discussion qui était au départ une confrontation entre des peuples qui vivaient au départ dans des régions différentes du globe. Puisqu'on peut admettre de manière réaliste que les migrations vont se poursuivre, à long terme, il est plus sage de penser à leur intégration que consommer toutes nos énergies dans des discussions sentimentales et qui apportent peu de choses sur les chiffres de ceux qui demandent l'hospitalité. Une dimension essentielle de l'accueil est l'intégration qui ne devra pas se présenter comme l'affrontement comme un accident entre deux voitures, mais comme une forme de destruction réciproque. Dans un dialogue, ils marchent ensemble vers l'avenir et ils construisent une identité communautaire plus riche et dynamique à travers un échange de dons. L'autre peut donc devenir une force de propulsion vers un avenir meilleur pour tous.
Toutefois, le risque de manipulation est élevé. Le débat public sur l'impact de l'immigration concerne à la fois la perception et les statistiques actuelles. S'affranchir des déformations de la réalité provoquées par la peur et les idéologies égoïstes est une étape nécessaire pour rencontrer l'autre tel qu'il est. En élargissant le regard sur la carte des immigrations, on découvre une réalité complexe qui redimensionne nos émotions. En 2014, par exemple, les citoyens italiens qui résidaient à l'étranger ont augmenté de 155 000 unités, en atteignant le chiffre de 4 637 000 personnes, avec une augmentation supérieure à celle des citoyens étrangers qui résident en Italie, où l'augmentation n'a été que de 92 000 personnes. Le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés nous rappelle que plus de 80% des demandeurs d'asile sont accueillis dans les pays les plus pauvres ou en voie de développement. On pense au Liban, qui est à peine plus grand que la région du Haut-Adige et qui, avec 4,5 millions d'habitants, accueille 1 200 000 réfugiés, plus de l'Europe tout entière qui a bien plus que 500 millions d'habitants. Pour conclure, l'accueil que les communautés paroissiales, les communes, les familles proposent prépare la nouvelle société et il s'oppose à la stérilité de bien des discours xénophobes. L'autre, c'est nous aussi. Dans le monde globalisé actuel, la contribution de l'exemple et du message chrétien se révèle encore plus nécessaire que par le passé dans son universalité, qui garantit une vie commune et la construction de la maison commune. C'est le chemin de l'avenir. Merci. Le professeur Romano Prodi m'a parlé à partir de certaines affirmations qu'il a fait dans un journal Atlantide, le journal de la Fondation de la Subsidiarité. Dans cette interview, que vous pouvez voir dans les sites du Sussidiario, dans la section d'Atlantide, Romano Prodi dénonce une carence de gouvernement face aux migrations. Il parle de l'Union européenne qui a une vue aveugle. Il souligne que la peur a le mieux sur la raison et qu'il manque un projet à longévité face à un phénomène qui est destiné à avoir une longue durée, mais que nous affrontons comme une émergence. L'Europe vieillit, l'Afrique est pleine de jeunes qui cherchent le futur, le travail, la liberté et les compliments de leur désir d'être heureux et demandent à l'Europe d'être capable de répondre. Il nous faut des interventions à longue durée. Le président Prodi. Monseigneur Tommaso a déjà évoqué ces problèmes et je souhaiterais brièvement répondre à la question de M. Paolucci. Il y a une donnée impressionnante, à savoir que l'Europe a absorbé par le passé plus de migrants que maintenant, plus qu'avant que la crise ne commence. Actuellement, le problème se fait dramatique parce que, à cause de deux guerres, celle de Syrie et celle de Libye, le processus d'immigration devient totalement incontrôlé. Il suscite la peur parce qu'il n'est pas régulé et il n'est pas accueilli. Monseigneur Tommaso a déjà dit, et j'aimerais le répéter, que ce phénomène durera longtemps. Je vous donne simplement un chiffre. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne
se situe à un niveau de chute démographique impressionnant. Nous avons 1,29 enfants par femme, alors que pour avoir un équilibre, nous devrions en atteindre 2 ou un peu plus de 2. Nous avons donc un phénomène qui, avec l'immigration, nous montons à 1,39, un peu plus, parce que au bout de quelque temps, les immigrés adoptent les mêmes habitudes démographiques que la population. Mais cette pyramide démographique provoque des effets qui ne sont pas vraiment pris en considération par la population. C'est-à-dire que dans un demi-siècle, l'Allemagne devrait perdre 10 millions d'habitants sans immigration et l'Italie en perdrait environ 6 millions, c'est-à-dire plus que tous les habitants de l'Émilie-Romagne en perte de population. Et nous avons face à nous, en Afrique, un continent qui, d'ici la moitié du siècle, passera à 1 voire 2 milliards d'habitants. Donc un déséquilibre qui est impressionnant. Je m'arrête là pour les chiffres parce qu'il ne faut pas en dire trop, mais l'âge moyen en Italie est de 46 ans. C'est-à-dire nous avons autant d'Italiens qui ont plus de 46 ans que d'Italiens qui en ont moins. Au Mali, au Niger, en Mauritanie, l'âge moyen est entre 17 et 18 ans. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Cela suffit pour dire que le discours de l'Europe doit être celui d'un grand plan d'investissement vis-à-vis de l'Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, les apports des migrants sont plus importants que toute la masse d'argent qui va vers l'Afrique. Et donc, même pour les familles qui vivent là-bas, c'est un élément qui permet de vivre. Comme l'a dit Monseigneur Tomasi, la vie est plus importante. Quand on a faim pour vivre, on fait ce qu'on peut. Mais attention, parce que cela reste le seul remède aussi pour ceux qui restent là-bas et qui vivent là-bas. Donc les pays européens, face à ce flux, tout seuls, ne peuvent pas entreprendre d'interventions à long terme, ils peuvent entreprendre des interventions soit à long terme, soit à court terme. À long terme, c'est un grand plan d'investissement en Afrique. Je n'ai pas utilisé le terme d'aide. Bien sûr, il en faut, mais il faut que ce soit bien clair qu'il faut accompagner et aider le développement économique de l'Afrique. Ces dernières années, le continent africain a fait des progrès et il se développe de manière légèrement supérieure à la moyenne mondiale. Mais il part de si bas que l'arrière-fond de fin de problème est terrible. Il est énorme et il sera énorme dans le futur aussi. Il faut donc un programme au niveau continental parce que les aides ne suffisent pas. À court terme, nous l'avons vu dans les images et nous l'avons entendu dans les paroles de Monseigneur Tomasi, il faut un programme sérieux de gestion de ce qui arrive. La gestion est rendue difficile par les deux guerres, la guerre de Syrie et la guerre de Libye. Elle est rendue difficile de manière dramatique. À l'époque où j'étais au gouvernement, combien de fois Kadhafi m'a menacé de m'envoyer des bateaux de migrants et il ne l'a pas fait. Parce que l'on gérait les choses entre pays, on trouvait les médiations et donc on ne répandait pas cette peur et cette migration incontrôlée. Actuellement, nous avons reçu à la fois de la Syrie et de la Libye des flux totalement incontrôlés. Le flux syrien a été dernièrement en partie régulé. La partie qui est arrivée en Europe est régulée, pas celle qui va dans les pays proches. On a dit très clairement que quantitativement, elle est bien plus importante que celle qui vient en Europe. Celle qui vient en Europe a été légèrement
régulé avec l'accord ambigu, j'insiste sur ce terme d'ambigu, avec la Turquie. Et il reste seulement cet énorme flux de la Libye vers l'Italie. Nous nous trouvons face à une grande générosité dans l'accueil et dans les sauvetages en mer, mais une désorganisation, une fermeture et une grande incompétence lorsque ces personnes vivent sur notre territoire. Le problème là de l'accueil se situe vraiment dans cette phase, c'est-à-dire l'enseignement de la langue, l'organisation, la valorisation des ressources humaines qu'ils apportent. Ce sont des aspects extrêmement importants. Pensez que la semaine dernière, j'ai rencontré les administrateurs de la région où nous nous trouvons qui me disaient, à propos du chiffre que donnait Monseigneur Tomasi, des Italiens qui immigrent à l'étranger, il me disait quels sont les nouveaux problèmes de l'immigration. On m'a dit avec la crise, ils arrivent moins et surtout, ils partent. Ceux qui partent à l'étranger, ce sont les jeunes les plus doués et les plus préparés de la deuxième génération. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui n'est pas capable d'absorber les ressources humaines. Je ne dis pas la destination finale d'un énorme chiffre de migrants que nous ne pourrons pas absorber, mais l'aide pour valoriser les personnes que nous avons pourtant la possibilité et l'obligation de faire. Pour ce qui est de la destination finale, j'y reviens, cela ne peut être qu'une politique européenne. Les pays n'ont ni la dimension ni la capacité pour réguler ce flux, même dans le cas d'une négociation des conflits que nous avons devant nous. Précisément parce que l'ampleur du problème est telle qu'elle exige une action de caractère continental et non local. Je m'arrête là parce qu'on m'avait demandé explicitement, on m'avait posé une question explicite et je veux me limiter à y répondre. En ce moment, les différents pays européens n'ont pas la force de réaliser une politique qui aille plus loin que le problème des élections nationales. C'est-à-dire que le véritable problème, la crise de notre démocratie, c'est le fait que nous nous trouvons face à une réduction des temps de la politique, avec des élections de plus en plus courtes, proches, une population qui fait en sorte que chaque élection, même celle d'importance locale, devienne un fait politique national. Tout cela raccourcit les temps de réaction de notre politique. Et lorsque je dis notre politique, je ne parle pas seulement de la politique italienne, mais de tous les pays européens. Lorsque le cas de la Grèce a eu lieu, le gouvernement grec, si nous voulons utiliser un langage familier, il n'y a pas de doute que le gouvernement grec avait triché. Il avait donné des données absolument fausses sur son déficit. Mais lorsque ce problème a éclaté, il avait au départ une dimension très, très minime parce que la Grèce représente 2% du PIB européen. Donc au niveau continental, c'était tout à fait gérable. Nous pouvions réguler ce pays. Mais il y avait des élections locales en Allemagne, le pays qui commande en Europe. Il y avait des élections dans le Land du Nordrhein-Westfalen, de la Westphalie, 3 mois après, et le gouvernement allemand n'a pas voulu utiliser les termes que voulait prendre des mesures. Et en 3 mois, les 30 milliards étaient devenus 300 parce qu'entre-temps, la spéculation avait fait son parcours. Je peux multiplier cet exemple dans tous les cas de la politique des différents pays. Soit nous sortons de cela, soit la tragédie des murs deviendra inévitable, parce que chaque électorat pousse ses gouvernants à cause de la peur, à construire des murs. Tout le poids revient donc à des pays qui ont des frontières maritimes
face à l'Afrique et en particulier la situation italienne devient très difficile. Le discours européen est donc un problème tout d'abord essentiel pour notre pays et deuxièmement essentiel pour que tous les pays européens ne soient pas pris de peur et n'adoptent donc pas la doctrine du mur contre un mur. Je donne la parole maintenant à Gibbs Wiris, qui, pour plusieurs raisons, croise les arguments qu'on touche, comme un entrepreneur, homme qui a participé à la transition après la révolution égyptienne de 2011. Il a fondé un parti des Égyptiens libérés. Il est depuis toujours attentif au mouvement des peuples et aux immigrations. Il a lancé à partir de quelques mois une proposition qu'il nous va présenter dans la deuxième partie de son intervention, c'est-à-dire d'acquérir une île pour accueillir des migrants. Il va nous raconter ce phénomène à partir d'un point de départ de flux migratoires et du point de vue d'une personne qui nous aide à avoir un panorama international. Thank you very much. Merci. Je suis honorée de me trouver ici avec vous. Il s'agit d'un sujet que j'ai beaucoup à cœur. Je crois qu'il faut revenir au printemps arabe pour voir d'où provient le problème des migrants. Lorsque le printemps arabe a commencé, les personnes sont descendues dans la rue et se sont rebellées contre les dictateurs de leur pays, en Égypte, en Libye, en Syrie. Leur espérance a toujours été celle de rechercher une vie meilleure, une vie démocratique, et de combattre pour leur propre liberté et une vie meilleure. Malheureusement, les événements ne se sont pas déroulés selon les espérances parce que ces personnes se sont trouvées face à deux choix. Soit adopter un régime religieux fanatique, soit accepter une dictature. Aucun des deux choix n'était acceptable. Et par conséquent, à la suite des persécutions des minorités, avec la croissance de l'État islamique, il y a un changement instrumental sur le phénomène des migrants. Avant les printemps arabes, les migrants quittaient leur pays parce qu'ils voulaient une vie meilleure, de meilleures conditions de vie, de meilleurs salaires. Mais après le printemps arabe, les migrants, et je parle en particulier des minorités au Moyen-Orient, fuient leur pays pour se sauver, pour sauver leur vie. Nous savons tous ce que l'État islamique a fait aux chrétiens de Syrie, d'Irak et aux autres minorités. Dans ce cas, les personnes fuient pour sauver leur vie. Il faut donc distinguer ces deux aspects. Les personnes qui émigrent à la recherche d'une vie meilleure et les personnes qui fuient pour sauver leur vie. Parce que lorsque l'on monte dans un bateau avec l'espoir de sauver sa vie, on risque un destin pire. Nous devons donc tous partager cet aspect en parlant avec notre cœur, donc sans nous contenter de pures considérations politiques ou de chiffres. Je crois que le monde occidental en particulier a échoué, parce que lorsque nous avons assisté à la croissance de l'extrémisme d'Al-Qaïda, de l'État islamique, ce qui s'est passé en Irak, en Syrie et en Libye, nous avons regardé et nous n'avons rien fait. Par le passé, parfois, peut-être, on allait chercher Ben Laden. Maintenant, on savait très bien où ils étaient, mais on n'a rien fait. En particulier, l'administration
américaine a envoyé des avions en reconnaissance pour savoir où se trouvaient ces personnes, mais on n'a rien fait. Les personnes de ces pays, d'Irak, etc., ont été contraintes et ont été réduites en esclavage. Le monde entier le savait et a fermé les yeux. Nous aurions donc dû affronter ces personnes parce que ce sont des soldats du mal et nous n'avons rien fait contre elles. Il y a deux aspects. Le fait de combattre l'islamisme et le terrorisme, il n'y a pas d'autre solution que l'usage de la force. Il n'y a pas d'autre manière d'affronter le terrorisme que en combattant pour la bonne cause. Il y a une autre mode d'action qui est de créer des emplois pour les personnes, leur payer des salaires décents. Si on faisait cela, ces personnes ne viendraient pas chez nous. Donc il faut une sorte de feuille de route, notamment pour le développement des pays africains. Il faut converser, discuter avec ces pays parce que souvent, il y a aussi des gouvernements corrompus qui ne font pas ce qu'il faut pour sauver les personnes. Donc il faut agir davantage dans cette direction. Pour revenir à mon idée de l'île, il s'agit d'une idée pour me laver un peu la conscience. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je suis quelqu'un de très sentimental. Et quand je regarde la télévision et je vois une vidéo comme celle que nous venons de voir, et lorsque je vois le corps du petit Aylan sur la plage turque, je pense, j'ai de la chance. Mais cet enfant, si je n'avais pas de chance, aurait pu être mon fils. Et comment est-ce que je me serais sentie si c'était mon fils? Je ne veux pas rester indifférent face à ces images. Je me suis donc dit, une personne comme moi, un symbole comme moi, un entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai de l'expérience, par exemple, dans le domaine du développement. Donc l'idée de l'île a été de m'acheter en quelque sorte une place sur le paradis en faisant quelque chose de bon sur la terre pour me laver la conscience et avoir une bonne estime de moi et en pensant que face à certaines images, au moins j'avais fait quelque chose. C'est très simple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'îles en Grèce, certaines aussi en Italie. En particulier, les îles grecques sont souvent de propriété privée et certains privés les mettent en vente. Donc j'ai acheté environ 23 îles, j'ai négocié avec les propriétaires et mon idée consistait en cela. Je voulais acheter l'île, accueillir sur cette île le plus de réfugiés possible et ces personnes pouvaient ensuite construire et réaliser sur cette île leur patrie. Ils pouvaient construire les écoles, les hôpitaux, leur propre lieu de travail en vivant sur cette île. Donc il y aurait eu des médecins qui auraient pu travailler dans les hôpitaux, il y aurait eu des ingénieurs, donc un modèle durable avec des personnes qui seraient venues sur cette île et auraient mis en place toutes les circonstances nécessaires pour mener la vie sur cette île. Le financement était assuré par moi. Tout ce dont j'aurais eu besoin aurait été l'approbation des différents gouvernements, grecs pour l'île grecque ou italiens pour le gouvernement italien, parce que naturellement il fallait le contrôle des passeports, les normes de sécurité. C'est la seule chose dont j'aurais eu besoin. Donc je me suis adressée au gouvernement grec. Au début, il était enthousiaste de l'idée, il m'a promis son soutien. Je lui ai dit, je n'ai besoin de rien de votre part. Vous devez simplement me donner votre assurance que vous êtes disposé à accueillir, disons, 20 000 réfugiés que je mettrai sur cette île. Je vous fournirai une liste de ces îles et vous me direz laquelle est la meilleure. Je vous fournirai la collaboration. Beaucoup de personnes dans le monde se sont mises en contact avec moi et m'ont exprimé leur disponibilité pour cela. Malheureusement, il faut dire que mon idée n'a pas été soutenue par le gouvernement grec parce que la réponse suivante a été très vague. Et ce n'était pas l'aide dont j'aurais besoin. Je ne peux pas tout simplement prendre les réfugiés et les mettre sur l'île. Il y a des droits de souveraineté que je dois respecter. Il y a des questions liées à la sécurité.
Et il y a besoin de contrôle des passeports et de sécurité. Autrement, on accomplirait une violation du droit de souveraineté grecque. En Italie, la situation est différente parce que les îles ne sont pas privées, elles appartiennent au gouvernement. Mais je continue encore à penser que mon idée est excellente et elle est très simple. Il y a simplement besoin de la volonté politique. Il manque seulement une volonté politique pour soutenir cette idée. Donc la volonté politique qui peut me donner l'accord pour aider ces personnes et créer une nouvelle société, un nouveau lieu de vie sur ces îles. Parce que si cette expérience avait du succès, nous pourrions la répliquer, créer des lieux de travail, et cela pour l'avantage de la Grèce ou aussi de l'Italie. Et par exemple en avantage des fournisseurs locaux. Et au bout du compte, beaucoup de ces personnes seront certainement désireuses de revenir dans leur pays d'origine. Donc ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas non plus un conte de fées, c'est une idée simple, réalisable, concrète, et je suis quelqu'un de sérieux. Je ne me suis jamais rien mis en tête qui ne se soit pas ensuite réalisé dans l'avenir. Donc je fais vraiment un appel à chacun, aidez-moi à faire pression sur ces gouvernements, à les convaincre, à leur dire qu'est-ce que vous avez à perdre à soutenir cette idée. Comme l'a dit le président Prodi, nous avons besoin d'hommes politiques qui ne se contentent pas de regarder les élections, mais des hommes politiques qui ont un cœur, qui se mettent face à la télévision, qui regardent des documentaires comme celui que nous avons vu et qui pleurent et qui se sentent mal face à ces innocents. Ce sont ces hommes politiques-là dont nous avons besoin. Merci. Les interventions ont fait écho autour du mot père. C'est différent. L'autre fait peur, mais quand il fait peur? Quand est-ce qu'il fait peur? Comment on fait pour regarder cette peur et la vaincre? La peur est un sentiment naturel. Il faut, avant de les démoniser, l'accompagner. Et un des vidéos qu'on a préparées dans l'exposition dit d'accompagner cette peur en regardant ceux qui l'ont vécu, en regardant des expériences positives de rencontre avec l'autre, l'étranger, celui qui est différent de moi. Il devient une occasion d'enrichissement qui fait naître quelque chose. Et je voudrais demander à notre intervenant, à propos de ce thème de la peur, qui est utilisé du point de vue politique, mais qui est aussi personnel dans nos rapports avec ceux qui sont différents de nous. Qu'est-ce que c'est ces sentiments de peur? Comment on peut faire face à la peur et comment on peut vaincre cette peur? Monsieur Tomasi. Je dirais qu'il y a au moins 2 aspects à prendre en considération. Le premier est qu'il faut se connaître. La première étape est de se connaître. Connaître l'autre personne, se regarder, la regarder dans les yeux, comprendre pourquoi elle a pris les décisions qu'elle a prises. Et à partir de là, on peut entrer en relation, dans une relation qui crée une harmonie et une unité. L'autre aspect est de connaître la réalité au-delà des personnes, c'est-à-dire les circonstances réelles qui compliquent dans le débat public la question de l'immigration. Par exemple, nous savons que les impôts payés par le 1,5 million de travailleurs immigrés qui travaillent régulièrement en Italie ont couvert l'an dernier les dépenses de notre gouvernement pour les services d'immigration et ont financé en plus la retraite de 600 000 Italiens. Donc si l'on commence à voir l'aspect positif que la présence des immigrés apporte, on peut ouvrir plus facilement un dialogue qui ne
qui ne concerne pas seulement l'aspect économique, mais qui passe aussi à la question de la forme de vie, des droits et des rapports humains. De cette manière, les murs tombent, les peurs disparaissent et l'on commence à regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Le président Prodi. Pour traduire ce message en action politique, c'est ça le problème, en action quotidienne. C'est un vrai problème parce que la peur ne se vainc, ne se dépasse que par une action collective. Si les différents individus, même s'ils sont de bonne volonté, s'associent, ils peuvent faire quelque chose. Mais il faut un exemple qui se multiplie. Il faut par exemple une structure qui enseigne la langue à tous de manière systématique. Il faut une politique de distribution des logements de façon à ce qu'il y ait une acceptation et que le poids initial, qui est la véritable peur, d'installation étrangère ne crée pas une onde de peur qui se répand. Donc d'un côté, il est clair que l'on vainc la peur par une générosité personnelle. Mais je dois dire que cela ne suffit absolument pas face à une vague d'immigration aussi forte que celle que nous connaissons. Mais il faut une distribution des poids faite par les différents pays au niveau européen et répartie dans le territoire. La peur signifie que l'on empêche la création de ghettos, de noyaux qui restent extérieurs fermés au pays. Cela signifie que l'on appelle des organismes et des structures locales pour partager avec un accord commun le poids, la responsabilité de l'introduction des nouvelles migrations. Je dois dire que sous cet aspect, le pays qui affronte le mieux ces problèmes parmi les grands pays européens, c'est vraiment l'Allemagne. Il existe là une tradition organisée de partage et de distribution de la peur du risque. Et je dois dire avec la même honnêteté que malgré cela, la politique allemande elle-même est actuellement dominée par la peur. Donc, avec une grande honnêteté intellectuelle, je dois vous dire que l'effort doit être fait. L'effort doit nous impliquer tous, mais que le succès, sa réussite est très difficile, très complexe. Pensez qu'il y a eu un moment où Madame Merkel, qui est toujours si attentive à son discours public et à l'humeur de son électorat, a réalisé un très grand acte de générosité en ouvrant les frontières. Et je crois aussi que c'était un acte d'intérêt pour le pays parce que cette vague de migrants syriens possédait un niveau intellectuel élevé, était un niveau de spécialisation très élevé, et donc c'était un pari pour ces pays qui ont les aspects démographiques dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais elle a ensuite voulu faire marche arrière parce que l'électorat, même avec toutes ces prémices, a été pris de peur. Lorsque je suis arrivée à la guerre de Munich, au début j'ai été très bien accueillie, mais quand ce processus a duré, ils ont au début très bien été accueillis, mais lorsque ce processus a duré, il y a eu un phénomène de refus généralisé. Donc c'est pour cela que j'insiste sur le fait que on peut faire une politique européenne où on dit nous semons en Afrique, nous bâtissons une politique pour l'avenir, nous créons des occasions de travail,
pour l'avenir du continent. Et en même temps, ce problème qui nous angoisse aujourd'hui, nous ne parvenons pas à les répartir ou bien la peur domine. Je le dis en observant aussi l'évolution politique qui est partie de la démocratie traditionnelle, qu'elle soit de gauche ou de droite. Les gouvernements sont en crise. Pour un tiers, c'est peut-être la crise économique, mais pour le reste, c'est vraiment la crise vient vraiment de ce type de peur, cette peur de perdre pied. Et cette peur n'a actuellement pas de limite. Sous cet aspect, Le Pen en France, les 5 étoiles en Italie, Trump aux États-Unis sont le même type de réaction à l'introduction de l'étranger, la pénétration de l'étranger dans la société et la peur de ne pas savoir le gérer. Donc des actions contre la peur, il en existe, mais c'est un long chemin, un chemin difficile, un chemin qui exige à la fois une action de générosité individuelle, mais aussi une action de la part des institutions qui font comprendre que la situation est gérée et le sera aussi dans le futur. Parce que la véritable peur est que les personnes ne savent pas jusqu'où cela va. L'angoisse est celle d'un processus qui ne sera jamais géré. Alors la société doit apporter des interventions à court terme et des solutions à long terme. Parce que c'est seulement ce mélange d'interventions à court et long terme qui peut apporter au pays une politique, une tranquillité. Parce qu'autrement, il est évident que la peur s'exprimera aussi dans le refus de la démocratie. Je crains que ce phénomène soit le plus grand risque pour notre démocratie, parce qu'il se traduit. Prenez le Brexit, le dernier débat. Il se traduit dans la peur concrète de perdre toutes les conquêtes de l'État-providence. S'il y a un problème de crise, de difficulté du système sanitaire, immédiatement, il y a une partie des personnes qui disent « mais c'est parce que nous devons plus financer pour les étrangers ou parce que les migrants nous prennent nos emplois. Si nous avons un problème d'expulsion, c'est parce que nous avons l'arrivée des migrants. » Et alors vous comprenez la complexité de la réassurance et de la gestion de ce problème, précisément parce qu'il est contradictoire par rapport aux exigences économiques que nous avons. Mais s'il n'est pas géré, il crée cette angoisse qui aboutit vers la perte du don qui nous a été donné, qui est celui d'entrer dans des systèmes démocratiques qui ont la capacité de laisser les personnes s'exprimer librement. Mais c'est précisément pour cette raison qu'ils ont la conséquence de rendre cette responsabilité très influencée par ces phénomènes nouveaux, en particulier celui de l'immigration. Saviris. Fear. Je pense que les personnes en Europe ont le droit d'avoir peur. Les récentes affaires en Allemagne, où nous avons assisté à des personnes qui ont tiré à l'intérieur d'un supermarché, ou des personnes qui ont blessé à coups de couteau d'autres dans le train. Il s'agit de personnes dont le but était de répandre la peur. Bien entendu, cela justifie la peur de la part des Allemands et des Européens. Le problème réside dans les fanatiques. Les fanatiques veulent que nous ayons peur, que la peur se répande. Et nous réagissons donc de la mauvaise manière. Nous regardons les musulmans de manière soupçonneuse. Nous traitons les musulmans dans nos pays
de manière négative, nous les accusons tous d'être terroristes et nous tombons dans le piège forgé par ces fanatiques. Il n'y a pas de terroristes musulmans, il y a des terroristes. Un vrai musulman n'ira jamais tuer des innocents. Je vis dans un pays musulman, tous mes amis sont musulmans, et ce sont de vrais musulmans, ce ne sont pas des terroristes. Donc, oui, nous avons le droit d'avoir peur, mais nous devons être prudents face à nos réactions. Si nous dépassons le fanatisme qui peut se trouver en nous, et au-delà du fait de la terreur, nous pourrons peut-être réussir. La peur de perdre son emploi à cause de l'arrivée du migrant n'est pas une argumentation qui tienne la route. J'ai lu par exemple une histoire hier. Les migrants ont créé de très nombreux emplois. Ils ont par exemple créé des entreprises, employé des personnes. Donc le problème réside dans les médias. Les médias vivent des mauvaises nouvelles sur le fait qu'il y a une bombe qui cause des morts, qu'il y a un fou qui frappe à coups de couteau des personnes. Mais l'histoire du bon musulman qui a sauvé la vie à d'autres personnes, ou des personnes bonnes et honnêtes, comme celle que nous avons vue dans la vidéo, qui sauvent la vie d'autres, ces histoires ne viennent pas dans les médias. Donc, les médias répandent la peur et ne nous aident pas à la combattre. Je proposerai maintenant aux deux autres invités de répondre à ces questions et de conclure notre rencontre sur cet aspect dont on parle beaucoup, même entre nous, l'islam, les musulmans en Europe sont des amis, des ennemis, des menaces, des alliés. En préparant l'exposition, on a dialogué avec le professeur Farouk, un intellectuel islamiste. Il soutient que les principaux ennemis est l'antivirus du terrorisme islamiste, qui a une dégénération d'idéologie et de pouvoir. L'aide, ce sont les musulmans européens. Et c'est une thèse qu'on peut discuter, mais qui a un fondement. Comment on peut regarder cette menace qui pourrait devenir, comme Saviris dit, un allié, quelqu'un avec lequel on peut faire une alliance contre les virus entrés déjà dans notre communauté islamique dans la 12e et 3e génération d'immigrés, des personnes qui sont nées en Europe, qui sont grandies en Europe et qui ont fréquenté les écoles européennes, donc des personnes qui ne viennent pas de longtemps, mais qui sont nées parmi nous et qui ont été contaminées d'un virus positif de notre civilité européenne qui a perdu ce qui la tient debout. Et donc, ce virus négatif a pris place. Comment on peut faire face à cette présence? Le pape François a été très clair lorsqu'il a dit qu'il ne s'agit pas d'une guerre de religion. Ces actes de violence ont d'autres raisons, d'autres inspirations. La couleur ou la coloration des motivations, à commencer par la foi musulmane, sert seulement à cacher des objectifs de pouvoir et d'intérêt. Donc il faut être très prudent lorsque l'on juge les motivations ou le rôle que l'islam a dans ces actes d'agression qui ont été accomplis en France et dans d'autres pays du monde. Mais si nous considérons le phénomène de l'intégration, il y a peut-être eu une erreur dans certaines politiques passées
Une erreur qui consiste à reléguer les communautés immigrées dans des quartiers à part en créant des banlieues comme à Marseille, Berlin ou Paris, où grandissent ces jeunes de la deuxième et troisième génération, de telle sorte qu'ils ne sont pas véritablement en contact avec la réalité nationale du pays dans lequel ils se trouvent. Cet aspect provoque des réactions. Ils voient le bien-être du pays, ils n'y ont pas accès. Ils voient que leurs camarades peuvent aller à l'école au niveau universitaire et que eux n'ont pas cette possibilité, et cela peut conduire à des réactions radicales. L'autre point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si nous demandons aux migrants qui arrivent et que nous accueillons de souscrire à certains principes fondamentaux sans lesquels la vie commune sociale n'est pas possible, nous ne commettons pas d'actes de violence à leur égard, nous respectons leur liberté, mais nous disons aussi que pour vivre ensemble de manière pacifique, il nous faut respecter certaines valeurs fondamentales, la démocratie, le respect de l'autre, la séparation entre religion et politique. Certaines de ces orientations sociales importantes doivent être acceptées. La question de l'islam est donc extrêmement complexe, mais elle peut devenir un espoir si les communautés de religion musulmane en Europe acceptent progressivement une modernisation, comme cela s'est fait par exemple dans la tradition chrétienne, le passage d'une tradition chrétienne littérale à une tradition moins littérale. S'ils parviennent à faire ce passage, alors les communautés musulmanes pourront aussi devenir une ressource pour construire un avenir commun de paix et donc de vivre la religion comme un fondement, une source de résolution des problèmes à travers le dialogue et non à travers la force. Le président Prodi. Le rapport avec l'islam doit avant tout se fonder sur le sens de la réalité. Sawiris disait tout à l'heure qu'ici, les médias ont rendu l'affrontement tellement primaire et fort que le dialogue devient de plus en plus difficile. Je vous cite un exemple. En allant rencontrer des jeunes du collège sur le problème de l'immigration, la première question que je pose, c'est de quel pays viennent avant tout les migrants? Vous savez ce qu'ils me répondent tous? Ils me disent, ils sont libyques, libyens. Nous n'avons pas un seul migrant libyen en Italie. Mais cette traduction des médias et cette vision de la Libye nous ont transmis l'idée qu'ils viennent d'abord de la Libye, ensuite ils sont tous musulmans, islamistes, et que les deux problèmes sont liés. Rares sont ceux qui savent que le grand flux d'immigration en Italie est avant tout romain, donc chrétien, orthodoxe, et que parmi les autres grands pays sources provenance d'immigration, nous avons la Chine, les Philippines, l'Amérique du Sud, et puis nous avons également bien entendu le Maroc qui est musulman. Nous avons une petite présence d'Égyptiens, l'Albanie qui est mixte entre les religions, mais la migration musulmane représente une fraction moindre, un pourcentage moindre de cette migration. La tension exaspère le problème des migrants. Il est clair, ce que Monseigneur Tomasi a dit tout à l'heure est clair. Il y a un problème de dialogue sur la modernisation réciproque. Pour savoir comment on comprend le problème de la relation, nous pourrions dire en termes techniques entre péché et crime, c'est-à-dire
la division entre l'aspect civique et l'aspect sacré dans la vie collective. Un problème très complexe parce que nous nous trouvons dans une phase historique différente de ce point de vue. Donc, il faut un dialogue qui permette d'éclaircir de façon profonde cette question. Mais lorsque je pense à ces différences, nous sommes dans un contexte où l'aspect religieux est important et je pense souvent à une anecdote qui m'a beaucoup fait réfléchir. Le cardinal Torrent me racontait il y a quelques années qu'il était allé à Bordeaux pour donner un cours à des adolescents dans une école du monde catholique. Et il demandait, est-ce que certains d'entre vous savent me dire ce qu'est le carême? Des adolescents du monde catholique, personne ne le savait. Un jeune éveillé se lève et dit, oui, je sais, c'est une sorte de ramadan. Donc la confrontation entre les religions se fait avec la compréhension de la foi de l'autre, mais aussi avec une profonde conviction que nous allons dialoguer à partir de notre foi. C'est un problème terrible par rapport aux personnes communes. Nous résolvons assez bien le problème parce que nous avons étudié ces problèmes, nous avons vérifié, etc. Mais lorsqu'il y a une confrontation au niveau populaire, il y a véritablement la peur de la différence qui doit être traduite à la fois par les leaders du monde musulman, mais aussi par les leaders du monde catholique. C'est un discours constant pour dire oui, il y a cette différence, nous sommes partis de ces racines, mais tous deux, nous avons un concept profond, une conception profonde de compréhension, de rapport, et il faut aussi être sincère pour dire qu'il y a des déviations qui viennent des intérêts dont parlait tout à l'heure Monseigneur Tomasi. Nous ne pouvons pas nier qu'une certaine forme de radicalisme est financée, pas officiellement par les États, mais par des fondations qui, d'une manière ou d'une autre, sont liées presque officiellement à ces États. Il y a donc la nécessité d'une clarté politique. Donc 3 niveaux. Un niveau de compréhension dans les rapports directs humains, un niveau de dialogue sérieux entre les différentes foi, religions, mais aussi un discours clair sur le plan politique entre les pays. Parce que, bien entendu, tous ces épisodes de terrorisme, surtout dans leur première phase, maintenant, ce sont devenus aussi des actes bien plus individuels, mais dans une première phase, ils ont certainement été gérés et financés par l'aide de certains pays. Donc le dialogue a 3 niveaux. Niveau personnel, niveau des responsables des différentes religions et niveau gouvernemental, où les principes se traduisent en actions sérieuses, sincères et ouvertes. Merci. À l'ouverture du meeting il y a quelques jours, le président Mattarella a dit nous ne défendrons pas avec des murs à l'externe ou avec des barrières à l'interne. Et le pape François, dans son message pour le meeting, a dit qu'on cède trop souvent à la tentation de se renfermer dans l'univers de ses propres intérêts et les autres deviennent quelque chose de superflu ou pire encore un obstacle. Mais cela n'est pas conforme à la nature humaine. L'homme est fait pour rencontrer l'autre et chaque identité, en vrai, se constitue dans la relation avec l'autre. L'être est nécessaire pour
accomplir mon identité. L'immigration représente un défi épocal pour cette dimension et pour les dimensions de flux, et aussi parce qu'elle repose un motif fondamental, c'est qui l'autre pour moi? Qu'est-ce qui rend possible de convivre? Je vais dire maintenant des paroles de Pape François quand on lui donnait le prix Charlemagne. Il a mis en lumière les soucis de l'Europe de renfermer des vieux espaces. Il a demandé qu'est-ce qui était arrivé à l'Europe de l'humanisme, paladine des droits de l'homme, de la liberté. Le pape a désiré un nouvel humanisme qui se fonde sur trois capacités: d'intégrer, de dialoguer et de générer. Il a invité aussi à retrouver l'âme européenne qui est née de la rencontre de civilités et de peuples différents. C'est le rêve d'un nouvel humanisme qui accepte les défis des migrations. Et cela regarde les gouvernements, mais aussi nous. Et le travail qui nous attend va au-delà du défi des migrations. Et il passe aussi dans les défis de rencontrer l'autre. Je vais remercier les invités et je vous souhaite un bon chemin dans ce parcours qui est nécessaire et en même temps fascinant parce qu'il nous fait mesurer avec les titres du meeting tout est un bien pour moi. Pour conclure, je vais La collecte de fonds se poursuit pour pouvoir contribuer à construire le lieu dans lequel nous nous trouvons, le meeting. Donc vous trouvez différents emplacements dans les pavillons pour pouvoir donner, et vous ne devez donner que dans ces endroits-là qui sont reconnaissables avec le logo de la campagne. Vous avez ensuite tous su ce qui s'est passé cette nuit très près d'ici. Et comme dans toutes les rencontres du meeting d'aujourd'hui, nous aussi maintenant, nous voulons partager un moment de silence et de recueillement. Notre pensée en tant que meeting se tourne vers les victimes et leurs familles. Nous voulons leur être proches en vivant cette journée avec encore plus de sérieux. Le meeting invite à adhérer à toutes les initiatives qui seront proposées par les autorités compétentes dans ce moment dramatique. Et il invite tous ses participants à adhérer à la proposition de la présidence de la conférence épiscopale italienne d'une collecte qui se tiendra le 17 septembre dans toutes les églises italiennes en faveur des victimes du séisme. Je propose maintenant de nous recueillir dans un moment de silence en nous associant à la prière du pape ce matin. Je vous remercie. Bon meeting.